Les invités de Lise Gutman. Radio J. Michel Gad-Volkovitch, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors, vous êtes en direct d'Israël. Comme ça, où est-ce que vous vous trouvez exactement ? Césarée. À Césarée. Super. Donc voilà, un très bel endroit à visiter absolument quand on va en Israël. Alors, Michel Gad-Volkovitch, vous êtes psychanalyste, vous êtes à la tête de l'association Shibboleth Actualité de Freud, pour laquelle je vous ai souvent reçu. Là, vous avez une actualité assez énorme, à la fois à Tel Aviv et bientôt aussi à Paris. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes franco-israélien parce que vous êtes beaucoup entre les deux pays ? C'est difficile de répondre à cette question. Oui. Je me sens essentiellement israélien, même si j'ai évidemment des liens historiques, familiaux, de gratitude aussi avec la République française qui m'a permis de faire mes études. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis essentiellement israélien avec l'intérêt de faire un travail commun entre la France et Israël et d'autres, oui. Bien sûr. Alors, pour faire ce travail commun, vous utilisez beaucoup de moyens mis à notre disposition en ce moment, le présentiel, le Zoom. On va parler de tout ça. Mais avant de parler de l'actualité de Shibboleth, comme vous êtes sur place, on a vécu récemment, j'aimerais qu'on parle un peu justement, on a vécu récemment des moments très durs avec la libération des divers otages dans des états souvent pas reluisants du tout, des otages qui prennent peu à peu la parole, des familles qui sont très effondrées, même si elles sont bien sûr heureuses de retrouver les leurs. Bref, tout ça est très compliqué, y compris au niveau psychologique. Comment est-ce qu'on gère ça en ce moment en Israël ? Je crois qu'on a beaucoup besoin de psy. Oui, écoutez, c'est une question à la fois difficile et infinie, puisque c'est une question qu'on nous pose très régulièrement. Mais oui. Je crois qu'il faut être très modeste, en tout cas en tant que psychanalyste et psychiatre, etc. Le traumatisme continue, il est là. Il ne s'est pas arrêté au 7 octobre. Bien sûr. Comme vous le savez. Il y a eu ce massacre effectivement épouvantable, de plus fait sur notre propre terre, ce qui était difficilement imaginable, ce qui a été une effraction à tout point de vue. Le traumatisme s'est continué par le déni du monde entier dès le 8 octobre, avec un révisionnisme, un négationnisme absolu, universel, un déchaînement pulsionnel antisémite, etc., comme si enfin la solution finale était arrivée. Cette inversion, évidemment, a participé du traumatisme chez les Israéliens et chez les Juifs, je crois, en général. Et puis, il y a eu ce moment, j'allais dire, d'apaisement qui a consisté, il y a 2-3 mois, on pourrait dire, avec le retournement de la situation où Israël a repris les choses en main et s'est montré actif, on pourrait dire, dans la conduite des choses, de la guerre et même du début des négociations, que ce soit avec le Hezbollah, etc., etc. Ça a été un moment, je crois, important. Et puis ce moment, de nouveau, on ne peut pas effondrer, mais en tout cas a été entamé chez les Israéliens, à savoir que la question des otages, évidemment, normalement, vampirise complètement la pensée, les émotions, et évidemment que tout le monde, quelles que soient, je crois, les orientations politiques, les sensibilités, etc., ne pense avant tout qu'à libérer les otages. Maintenant, évidemment qu'à chaque fois, on s'aperçoit que c'est un nouveau traumatisme, ou ça se rajoute au traumatisme qu'on a vécu et qu'on continue de vivre, avec les conditions de la sortie des quelques otages qu'on récupère. Parce que d'une part, on s'aperçoit, et c'est un déchirement chez chaque Israélien, on s'aperçoit que d'abord c'est peu, c'est le compte-gouttes, c'est 2 ou 3 à chaque fois, qu'évidemment on veut croire, et les commentateurs
on les aime bien, qui, comme les commentateurs israéliens sur la chaîne francophone israélienne que vous connaissez, sont tout à fait formidables, font un travail formidable, mais qu'est-ce qu'ils peuvent répéter à chaque fois? Ils ont l'air bien, ils ont pas l'air bien, évidemment. C'est la peur au ventre qu'on a à chaque libération, en se disant dans quel état ils vont sortir. Oui, mais en même temps, on sait bien. C'est un peu. Il n'y a pas que l'apparence, c'est ça que vous voulez dire. On sait bien qu'ils vont mal, Oui. qu'ils iront très mal. Même ceux qui ont l'air, pas seulement parce qu'on les a rembourrés la dernière semaine ou les 2 dernières semaines et qu'on fait du faux semblant extérieur, on sait que somatiquement ils vont très mal, que psychiquement ils vont aussi très mal et qu'ils iront très mal et que ça durera très très longtemps. Alors et justement, Michel Gad-Volkovitch, à quel niveau on peut les récupérer et les aider? D'abord, je crois vraiment que la prise de conscience de la situation est une première chose, parce que si on participe, ne serait-ce que pour nous préserver, nous, parce qu'on veut y croire, si on veut penser qu'après tout, ils vont pas si mal que ça, que les apparences sont pas mal, qu'on va les réintégrer, qu'on va les réadapter assez vite, etc., je crois qu'on va participer au déni général et au déni de ce qu'ils ont déjà vécu, eux, et que pour se sauver, d'ailleurs, ils ont eu recours à ce qu'on appelle en psychanalyse le clivage, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui a essayé, c'est comme ça qu'ils ont survécu probablement, qui a essayé de dénier ce qu'ils vivaient, de ressentir le moins de choses possible et de s'adapter à la situation dans laquelle ils étaient, la plus terrible. Donc on va participer à ce clivage par le déni ou par une sorte de déni de la réalité, de leur réalité. Donc il faudra effectivement être très proche d'eux, les suivre, que ça soit évidemment... Mais il faut aussi penser, dans cette situation, que les familles elles-mêmes sont traumatisées. Mais bien sûr, oui. J'en ai parlé des familles. C'est très important aussi parce que cette attente épouvantable, cette peur au ventre depuis le 7 octobre 2023, je rappelle qu'on est en 2025, c'est très difficilement gérable. Oui, mais c'est pas seulement l'attente qui est traumatisante, c'est que toutes les familles... Évidemment. Les familles ne sont pas seulement, heureusement, n'ont pas en attente de quelqu'un qui est en otage, mais toutes les familles ont ou connaissent de près, parce qu'en Israël, vous savez que c'est quand même une grande famille, tout le monde se connaît plus ou moins, enfin, tout le monde, plus ou moins directement ou indirectement, enfin, etc. Et donc, le paysage israélien a changé et va changer quand les choses, espérons-le, et dans le moins longtemps possible, seront plus apaisées, on s'apercevra des dégâts. C'est-à-dire que dans n'importe quel immeuble, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel bureau, etc., il y aura des absents, il y aura des morts, il y aura des amputés, il y aura etc., dans toutes les familles. Donc ça va être assez terrible. Et on est déjà là-dedans, tout en voulant un peu le mettre de côté. Donc toutes les familles sont touchées. Oui, parce que je rappelle, Michel, qu'il y a eu énormément de blessés et de gens amputés à la fois par le terrorisme et par la guerre, et que c'est la société israélienne dans son entier va avoir du mal à s'en remettre. Bien sûr. Il y a plus de 10 000 blessés graves. Voilà. Parmi bien sûr les attentats, mais surtout les soldats, qui sont à la fois des jeunes, et puis des réservistes, c'est-à-dire des pères de famille, des époux, etc. Donc le paysage israélien est traumatisé en lui-même. Les médecins qui s'occupent des blessés dans les hôpitaux, etc., sont eux-mêmes traumatisés, parce qu'ils ont affaire à quelque chose comme nous, de déshumains. On a eu affaire, comme je l'ai souvent rappelé, à une véritable rupture anthropologique, pas seulement des meurtres, mais de la façon dont ça s'est fait. Enfin, on ne va pas y revenir là. Oui. Donc les Israéliens sont déchirés, à la fois parce que, effectivement, en voyant les otages libérés, ils savent, même s'ils essayent de se rassurer en pensant qu'ils vont pas trop mal. Ils savent qu'ils vont mal, qu'ils vont aller mal. On sait très bien que des otages qui sont sortis déjà il y a pas mal de temps vont mal, malgré les apparences du début. Certes, il y a eu des suicides, il y a eu le syndrome de Stockholm. Enfin, il y a eu toutes les sortes de pathologies qu'il y a après les grands traumatismes, les traumatismes extrêmes. Et puis, on ne peut pas penser à ceux qui restent, et on peut pas penser qu'ils sont dans un état probablement pire que ceux qui sortent, et c'est aussi évidemment terrifiant quand on va recevoir, parce qu'on va voir les mises en scène, on va recevoir bien
des dépouilles. On va Mais c'est recevoir ça. des dépouilles. Alors justement, Et ils oui. vont mettre sur une estrade, ils vont peut-être les faire parler. Je veux dire, on ne sait jamais, on est dans un tel Ouais, au délire, point où on en est. etc. Donc, au point où on en est. Donc ça va être de plus en plus terrible. Et puis il y a quelque chose que je vais oser dire, Lise, Oui. que beaucoup de gens n'osent pas dire en Israël ou ailleurs, c'est qu'au fond, bien sûr qu'on veut tous libérer les otages au maximum, mais en même temps, on est déchiré parce que accepter les négociations telles qu'elles se passent aujourd'hui, on est dans un rituel masochiste et humiliant. Et la fierté israélienne n'avait pas besoin de ça depuis le 7 octobre, qui devient presque banal. Chaque semaine, on a ce rituel qu'on nous impose, et on n'a jamais vu dans l'histoire quand même. Non, Il faut se souvenir. On n'a jamais vu dans l'histoire un peuple génocidé, comme ça a été le cas le 7 octobre, qu'on accuse de génocide. On n'a jamais vu un peuple attaqué de cette façon-là, dont on rend responsable l'aide humanitaire à ceux qui ont voulu l'exterminer. C'est quand même assez extraordinaire. Et troisièmement, on n'a jamais vu des vainqueurs d'une guerre, parce que finalement on est quand même vainqueurs, se faire humilier de cette façon-là et devoir accepter les conditions des ennemis sous la pression, sous des pressions diverses, notamment internationales, et aussi des pressions morales, parce que décider de ce qu'on doit faire est très compliqué. Donc chez chaque Israélien, effectivement, on est heureux quand on voit 2-3 otages qui sortent. Évidemment, c'est une joie. Et bien sûr. Ça n'a pas de prix. Et en même temps, ça a quand même un prix. Personne ne l'oublie. Le prix, c'est le risque de la fin de la guerre. C'est-à-dire le prix de laisser le Hamas au pouvoir ou ses équivalents, et plus ça va durer et plus ça va être comme ça. Le prix donc de risquer, parce que qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On libère à peu près une vraie armée de terroristes, avec les 1000 terroristes qui vont sortir, comme ça a été le cas quand on a libéré Gilad Shalit contre 1027. Je suis d'autant plus impliqué que j'ai été très heureux et très fier de cet échange inégal, 1 contre 1027. C'est les Palestiniens qui ne devraient pas être fiers, finalement, de penser qu'un juif vaut 1027 dès lors. Mais je trouvais que c'était une éthique de peuple, une éthique d'État tout à fait extraordinaire. Mais évidemment qu'après coup, on s'aperçoit de la catastrophe. C'est-à-dire tous ces 1027, combien ils ont tué de juifs, d'israéliens, et combien ça risque d'être le cas ici. Personne ne se fait d'illusions. Donc on est totalement déchiré sur tous ces plans, y compris sur est-ce que c'est bien. Bien sûr que c'est moral, éthique d'enlever des enfants d'Israël de leur geôle et de leur torture et du calvaire qu'ils vivent. En même temps, on sait que c'est pas forcément du point de vue du peuple en général, bien du sûr. point de vue d'Israël. Alors, c'est pas forcément là. Et non, on n'ose pas trop le dire. On n'ose pas le dire, mais vous posez la problématique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver, malgré la violence de ce qu'on vit tous au quotidien en voyant ça, à prendre un peu de recul. Et c'est ce en quoi Shibboleth peut aider. Et je voudrais faire une transition avec justement les programmes que vous proposez, parce que cette problématique que vous venez d'évoquer, elle est presque omniprésente dans les programmes de Shibboleth. Alors là, on va commencer par parler d'un séminaire, le séminaire Tel Aviv 2024-2025, avec le soutien de la Fondation Adélis et en partenariat avec les mercredis du cinéma. Alors le thème, l'actuel du trauma et la question du deuil des liens. Alors va y avoir une soirée exceptionnelle avec une projection, débat et le film 7 octobre 2023, Un crime sans nom de José Hénouz. Pourquoi ce choix, Michel ? D'abord, on a l'expérience à Shibboleth. On a été je sais pas du tout important qu'on soit les premiers ou pas, mais on a eu la chance d'une certaine façon, grâce au lien qu'on avait avec Georges Diener, le directeur de l'Institut français de l'an dernier, et avec Éric Danon, ambassadeur, qui sont des amis. On a eu la chance de faire la première rencontre après le 7 octobre, et on a vu combien ça avait été important. C'est-à-dire qu'il y a réuni
beaucoup de gens qui ont eu besoin de se rassembler, qui ont eu besoin d'essayer de penser ensemble, parce que le propre du traumatisme, c'est de détruire les liens. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis les liens. Le propre du traumatisme, c'est de détruire les liens sociaux, les liens relationnels avec les uns et les autres, mais surtout les liens de pensée, évidemment. Chez chacun d'entre nous, on ne pouvait plus penser, on était sidérés. Et ça a été important parce qu'au fond, chacun a pu commencer à s'étayer sur une pensée groupale, ce que j'appelle moi une peau psychique, hein, d'être ensemble, de penser ensemble, de partager des émotions, de partager des idées, même si on n'avait pas beaucoup de recul à ce moment-là, mais des émotions en tout cas, ça a été très important et à l'Institut, croyez-moi, c'est un moment historique pour eux d'avoir pu participer à ça et je les salue parce qu'ils ont eu beaucoup de courage. Bien Il n'y a sûr. pas beaucoup d'instituts qui sont restés ouverts pendant toute cette période. Oui. Donc on a renouvelé ça évidemment à Paris autour du 7 octobre et là on a déjà fait cette projection à Paris du film de José Hennouz. Oui. Alors ce film auquel voilà, je suis fier d'avoir participé comme témoin psychanalyste, comme expert en tout cas avec d'autres. C'est un film qu'on peut regarder parce que beaucoup de gens m'ont demandé, ça va être le cas pour Tel Aviv aussi, donc le 26 Alors, février. ce sera le 26 février à 14h. Hein. Mercredi 26 février à Tel Aviv. Hein. Voilà, la Cinémathèque de Tel Aviv, on peut réserver déjà sur le site de la Cinémathèque. Alors, c'est un film, je veux dire, qui est vivable, dans le sens où beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on peut regarder les images. Alors, il y a peu d'images, où les images qu'il y a, ce sont des images que tout le monde n'a pas pu s'empêcher de voir. Même ceux qui ne voulaient pas les voir l'ont vu dans des petits reportages de télé, etc. Bon. Donc, ce n'est pas des images en soi traumatisantes. Évidemment, la situation l'est, etc. Donc, tout le monde peut les voir. Et je pense quand même que pour cet épisode, je pense que voir quelques images à partir desquelles on va parler chacun, on va débattre, on va échanger, c'est se permettre quand même de donner, de se donner une représentation de ce qui s'est passé. Et encore une fois, de le faire ensemble est très important pour pouvoir les symboliser. Pas rester seul avec des images dans la tête qui vont devenir eux-mêmes des traumatismes, qui vont se rajouter aux traumatismes. Donc, alors, seront présents José Hennouz, le réalisateur, le professeur Sam Tiano, psychiatre, comme vous, et Maurice Ifergan, journaliste, ainsi que vous, le professeur, donc Michel Gad Volkovitch. Alors je voudrais préciser juste que, d'abord, Maurice Ifergan, tout le monde le connaît, c'est un journaliste très talentueux. Oui, excusez-moi, j'ai dit Ifergan, mais c'est peut-être Ifergan, en effet. Donc c'est important qu'il soit là. Et puis, mon ami Sam Tiano est un professeur de psychiatrie, de pédopsychiatrie, puisqu'on va parler aussi des effets sur les enfants, puisqu'on parle peu des enfants, des enfants des familles, dont les pères, dont les mères, etc., sont impliqués d'une façon ou d'une autre, soit par otage, mais aussi parce que leurs pères sont partis à l'armée, etc. C'est terrorisant. Bien sûr. Donc, Sam Tiano est quelqu'un de considérable en Israël. C'est lui qui a construit, on pourrait dire, élaboré tout le système de suivi pédopsychiatrique en Israël depuis pas mal de temps. Et donc la question des enfants le touche particulièrement et je crois qu'on parle assez peu des effets sur les enfants, de la situation, même ceux qui n'ont pas de parents qui ont été tués, etc. Oui. C'est un traumatisme. C'est toute une génération. Hein. On s'aperçoit, vous savez, les enfants... Ça vous inquiète en tant que psy, le devenir des enfants d'Israël ? On a déjà quelques exemples, je vous dis, des enfants et des adolescents de Sderot qui, depuis 25 ans, subissent des traumatismes pratiquement tous les jours. Pas seulement parce qu'ils reçoivent, mais parce qu'ils se demandent toujours qu'est-ce qu'ils vont recevoir sur la tête. Et ça fait 25 ans qu'ils vivent dans ces conditions. On les a négligés, d'ailleurs, hein, un peu. Parce que c'était le Sud, parce que c'était le bord de Gaza, etc. On les a un peu périphérisés. Mais on a quand même des effets, des observations cliniques sur ces enfants et ces adolescents qui ont vécu dans ces traumatismes. Là, c'est tout le pays. C'est tout le pays qui vit ce traumatisme. Bien sûr qu'on est inquiet. Et je crois qu'il faut, un peu comme les otages, je recommande pas seulement qu'on les aide à s'adapter, à les entourer, mais il faut absolument qu'il y ait des groupes thérapeutiques, des groupes où ils peuvent s'identifier les uns aux autres, mais aussi des suivis individuels. Où on pourrait les aider à essayer de resituer un petit peu cet événement terrifiant qu'ils ont vécu dans leur histoire, dans leur vie, qu'ils donnent un sens, non pas à ce qu'ils ont vécu, parce qu'il n'y a pas de sens à donner à ce qu'ils ont vécu, mais en tout cas de donner un sens à leur façon de le vivre, à leur façon d'essayer de replacer cet événement
Alors, cet Michel événement Gad-Volkovitch, d'activité. est-ce qu'on pourra y assister en Zoom à cette rencontre à Tel Aviv-Yafo, à la Cinémathèque? Non, pas Non, cette pas fois-ci. parce qu'à Paris, on l'a fait, effectivement. On a Oui, transmis c'est ce le qui me film semblait, oui. D'accord. débat. À la Cinémathèque, c'est un peu compliqué. Il y aura beaucoup de D'accord, il n'y a monde. pas de problème. Donc, Mais- si on a de la famille et des amis en Israël, eh bien, on leur fait passer le message. Rendez-vous avec Voilà. Chibolette le 26 février à la Cinémathèque Tel Aviv, Yafo Rehov HaArba'a, et c'est au numéro 5 et ce sera à 14h. Alors maintenant, et puis on va Oui. sur le site de Chibolette pour s'inscrire. Il nous reste 2 minutes, même pas, pour parler Oui. du séminaire à votre retour Oui. en France. Et ce sera Ouais. pour une clinique du contemporain, la 4e séance autour de Michael Prazan, l'homme, Oui. l'œuvre, avec Michael Prazan, Pascal Bruckner, Abnous Chalmani, René Frégosi. Et là, ce sera le 6 mars à Paris. Oui, merci Elise de signaler ça. Écoutez, vous savez qu'à Chibolette, c'est très important. Soit on aborde directement les questions brûlantes comme l'islamisme, l'antisémitisme, le fanatisme, enfin, etc., comme vous le savez, soit on l'aborde autrement, c'est-à-dire par des problématiques plus culturelles, plus sociétales, comme Oui. la question du père, le féminin, etc. Parce que pour moi, c'est une façon, de toute façon, de façon polydisciplinaire, des psychanalystes, des philosophes, des artistes, des penseurs juifs, etc., de parler de l'antisémitisme au travers de la question de la pensée juive, comment elle cohabite avec les Oui. autres disciplines. Donc c'est une autre façon de lutter. Mais là directement, alors c'est un nouveau format. Avant, il y avait toujours 3-4 intervenants qui échangeaient sur un sujet, Oui. qui abordaient un sujet de façon différente selon leur discipline. Là, j'ai changé de format pour quelques séances. Ça va être parce qu'on est frustré un peu des fois de ne pas aller plus loin dans la pensée de quelqu'un. Bien sûr. Plutôt que de la partager à 4. Et donc, il y aura effectivement ces séances autour de quelqu'un, de son œuvre, de l'homme, de son œuvre. Et effectivement, le 6 mars, ça sera autour de Michael Prazan. Oui. Et d'ailleurs, même dans l'actualité, puisqu'il vient de sortir un livre Oui. sur le Hamas, c'est-à-dire la vérité sur le Hamas Oui. et les idiots utiles. Et on en a beaucoup d'idiots utiles Bah, en ça. France, en Europe, aux États-Unis et même en Israël d'ailleurs. Il y en a quelques-uns. Bon, donc on sera dedans et donc on abordera l'ensemble de l'œuvre de Michael, de cinéma, documentaire, Bien sûr. écrivain. Alors, on va devoir terminer là. Vous avez un site, Chibolette, c'est SCHI2BOLETH. Et si on tape Chibolette sur la barre Google, on tombe sur votre site. Voilà, absolument. Voilà, tout Et est on peut annoncé s'inscrire, et on s'inscrit surtout. s'inscrire, Oui. et où on peut écrire directement, parce que certaines personnes ont du mal avec Internet encore. Oui, quand même pas trop. Hein. Oui, En écrivant à secrétariat Chibolette. Chibolette, SCHI2BOLETH.fr et quelqu'un vous répondra et vous indiquera comment. Avec comment plaisir. vous inscrire. Merci beaucoup, Michel Gad-Volkovitch. On Merci, continue merci. et vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez sur Radio J, bien entendu. Bonne fin de séjour en Israël. On vous attend à Paris. Au revoir, merci. Merci. Ça, c'est uniquement sur